à tous. Bonjour. Oui, Francis, je te laisse Oui, d'accord, intervenir si tu merci. veux d'abord pour commencer. Bonjour à tous en tout cas. Beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci de votre présence ce soir pour ce webinaire sur le USpace. Je suis désolé, la qualité audio est peut-être pas super, mais j'ai dû partir, je suis en déplacement, donc je suis pas à mon poste. En tout cas, je vous souhaite un très bon webinaire et je remercie Jacqueline d'avoir préparé ça. On a donc des interventions qui seront intéressantes et je remercie aussi évidemment Antoine Martin d'intervenir sur ce sujet qui est passionnant et qui a marqué beaucoup d'intérêt pour la plupart des professionnels à qui on a pu en parler en préparant ce webinaire. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup d'interrogations, et je ne vais pas prendre trop de temps. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Jacqueline et ensuite aux intervenants. Merci à tous. Merci Francis. Donc aujourd'hui, notre webinaire va parler des espèces USpace, donc avec les experts de la DGAC, donc Antoine Martin. Je ne sais pas si Jean-Christophe est arrivé. Et ensuite, on aura la vision d'un USPP, par Amine Carré, donc de InnovaTM, et de Henri, pardon, j'ai un petit trou de mémoire, Henri, parti. Désolée, j'ai un petit trou de mémoire. Voilà, donc bienvenue à tous. Voilà, pour une expérience voilà, du webinaire, on vous demandera de couper les micros, de lever la main si vous avez besoin d'intervenir et d'utiliser le chat pour poser les questions autrement si vous ne voulez pas intervenir directement. Et donc, du coup, je vais donner la main à Antoine pour qu'il puisse présenter. Bonsoir à tous. Bonsoir Jacqueline. Je voudrais tout d'abord remercier à la FPDC de me permettre de vous présenter les éléments quelques éléments sur le USpace et surtout de répondre aux questions que vous avez transmis à Jacqueline et à la fédération à ce sujet. Donc, moi, ce que je propose, si Jacqueline, tu le veux bien, c'est peut-être de prendre les questions, peut-être les unes après les autres, et de tenter d'apporter des éléments de réponse en direct aujourd'hui. Et puis, évidemment, on pourra poursuivre la discussion et le questionnement au-delà de ce webinaire avec ceux qui le souhaitent, évidemment. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir ici ce soir. Juste, peut-être que je dirais quelques mots pour me présenter. Je travaille à la DSAC, à la Direction de la sécurité de l'aviation civile, à la DGAC. Je vais le dire tout de suite, je ne traite pas les autorisations d'exploitation ni les études SORA. Donc, s'il vous plaît, ne m'interrogez pas sur ce sujet-là. Ce sont des collègues qui s'en occupent. Bien sûr, il y a un lien quand même avec l'USpace et on pourra en parler. Et voilà, donc mon rôle chargé de mission auprès de la DSAC sur les sujets e-space principalement. Voilà pour quelques mots d'introduction. Merci encore une fois, Jacqueline et à la FPDC. Donc, je ne sais pas, je te pose la première question peut-être. Qu'est-ce qu'un USpace? Alors, eh ben, écoute, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un USpace? Alors, un USpace, il faut savoir, c'est que c'est le nom en fait d'un règlement européen qui est donc la structure réglementaire pour l'Europe de ce qu'on appelle la gestion du trafic aérien des drones ou des UAS dans le reste du monde, ce qu'on appelle l'UTM, US Traffic Management. Je pense que la plupart d'entre vous, si ce n'est tout le monde, est familiarisé avec le terme UAS, Unmanned Aircraft System. Donc, la gestion du trafic aérien de ces UAS, le terme générique dans le monde globalement, c'est UTM. Et en Europe, on a appelé ça USpace, puisque c'est le cadre pratique, réglementaire en Europe de cette gestion du trafic aérien des UAS. Donc, l'USpace, ça désigne tout ça. Après, ça désigne
aussi plein de choses à l'intérieur de ce cadre réglementaire. Ça désigne d'abord des espaces aériens. Alors, si vous le permettez, Jacqueline, je vais partager quelques planches pour illustrer cela. Ce sera plus Oui. facile. Voilà. Donc, Donc, on voit très bien. merci. Alors, donc, l'espace space, ce qu'on appelle l'espace space, c'est de l'espace aérien, mais pas que. Alors, d'abord, c'est pas n'importe quel type d'espace aérien. C'est des espaces aériens qui ont été spécifiquement désignés, décidés au niveau de chaque État, donc au niveau de l'État français, par exemple, mais il va y avoir l'équivalent dans les autres États de l'Union européenne et également en Suisse. Donc, l'USpace va s'appliquer dans certains espaces aériens, pas tous les espaces aériens, certains espaces aériens qui auront été désignés pour cela. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'USpace va exister dans des espaces fixes, permanents, désignés pour cela. C'est pas n'importe quel espace aérien où il y a des drones, où il y a des UAS qu'on appelle USpace. Non, ce sont certains espaces aériens spécifiques. Et pourquoi est-ce que l'on crée ces espaces USpace, ces espaces aériens USpace? C'est d'abord pour des raisons de sécurité. On pourra les créer pour des raisons de sécurité, en particulier pour assurer la sécurité à proximité, par exemple, des aéroports, pour protéger l'aviation habitée et permettre les vols de drones d'UAS d'évoluer à proximité de l'aviation habitée, mais de manière sécurisée. Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles l'État peut décider de créer un espace space. Ça peut être aussi des motifs de sûreté, de défense nationale, par exemple, mais aussi d'environnement, par exemple de protection d'espaces naturels, de parcs naturels. Et la vie privée peut aussi être un motif pour lequel on va créer un espace space. Mais ces motifs-là, ils sont là pour dire que l'on peut prendre la décision de créer un espace space, mais la raison d'être de l'espace space, évidemment, c'est de permettre à des US, des drones, d'évoluer en toute sécurité, de manière équitable et fluide à l'intérieur de ces espaces-là. Et ça permet non seulement d'assurer la sécurité vis-à-vis de l'aviation habitée traditionnelle, que ce soit des hélicoptères, des jets, des ULM, mais pourquoi pas aussi des parachutistes, etc. Donc ça permet d'assurer cette sécurité-là, mais aussi ça permet d'assurer l'anticollision, par exemple, entre les exploitants de drones eux-mêmes, notamment, pas que, mais notamment pour le cas des opérations BVLOS, où là, le téléopérateur, le télépilote, l'exploitant ne peut pas assurer l'anticollision entre les drones simplement par une observation visuelle. Donc, l'USpace, c'est cet espace aérien. Ce sont les règles qui s'appliquent dans cet espace, dans ces espaces aériens-là, qui peuvent exister dans les espaces aériens contrôlés, dans l'espace aérien non contrôlé, et aussi en zone urbaine ou pas urbaine. Tout est possible a priori. L'USpace désigne aussi les services qui seront rendus à l'intérieur de ces espaces aériens par ce qu'on appelle des USSP. Voilà, des prestataires de services USpace qui pourront rendre des services USpace dans ces espaces aériens là. Alors, petit point de vocabulaire, vous verrez ici sur la planche une représentation de eVTOL, c'est-à-dire de Electric Vertical Takeoff and Landing, ce que dans la presse grand public on appelle taxi volant, qui évidemment c'est plus compliqué que cela. Ces eVTOL, ils n'ont pas vocation dans un premier temps à être opérés dans un espace space, mais peut-être ce sera le cas à terme. Il y a une autre catégorie de drones qui n'ont pas vocation à être traités dans les espaces space. Ce sont ce qu'on appelle les RPAS certifiés, les Remotely Piloted Aircraft Systems. Donc, ce sont plutôt les gros drones avec des équipages ou des télépilotes qui ont une licence, mais une licence de pilote. Ce sont des machines qui sont généralement certifiées. Et le cas typique, c'est le drone de combat de l'armée de l'air, par exemple.
qui lui n'aura pas vocation à être exploité dans les espaces suspects. Il vole à moyenne ou haute altitude, il va vite, il est certifié, il sera géré par des contrôleurs aériens. Ce qui ne veut pas dire que dans les espaces suspects, il n'y aura pas des drones militaires. Il y en aura évidemment. Voilà dans les grandes lignes ce que c'est que l'espace, ce que c'est que l'USpace et l'espace USpace. Sachez qu'il y a, en résumé, il y a 3 éléments clés constitutifs de l'USpace et d'un espace USpace. Ce sont donc d'abord le fait que l'on a désigné un espace aérien USpace. Deuxième chose, il y a une infrastructure de données de base qu'on appelle les services d'information commune qui permettent aux opérateurs, aux prestataires de services USpace d'exploiter, de fournir leurs services. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Et bien sûr, le dernier élément clé de l'USpace, ce sont les services USpace eux-mêmes. Donc en fait, l'USpace, encore une fois, c'est un règlement, c'est un cadre, c'est le nom européen de la gestion du trafic aérien des UAS, mais c'est aussi un ensemble de services dits USpace, et ces espaces USpace fonctionnent et permettent aux drones de voler en toute sécurité parce que le principe, c'est que pour pouvoir pénétrer dans l'espace USpace quand on opère un drone, il faut bénéficier simultanément de ces 4 services USpace qui sont le service d'identification du réseau, le service de géovigilance, le service d'autorisation de vol US et le service d'information sur la circulation. Alors, quelques précisions à ce stade. Quand on parle de service USpace, on parle pas de services de type service du contrôle aérien, service d'information de vol, tels que par exemple les pilotes d'aviation traditionnelle le connaissent. Non, c'est autre chose. Là, on parle de services qui sont des services numériques, qui sont fournis en ligne et qui sont des services qui sont essentiellement, si ce n'est exclusivement, automatisés. Par opposition, encore une fois, à un service de contrôle où là, il y a un contrôleur aérien qui va donner des instructions. Là, on parle de systèmes automatisés derrière. Le service d'identification du réseau permettant de capter la position du drone et de la traiter. Le service de géovigilance permettant à l'exploitant de l'UAS de savoir où est-ce qu'il peut opérer, où est-ce qu'il ne peut pas opérer, ou quelles sont les règles pour opérer à tel ou tel endroit. Est-ce qu'il faut des permissions, etc., etc. Est-ce que c'est une zone interdite et compagnie. Le service d'autorisation de vol UAS, qui est un service clé évidemment. Lorsque vous voulez voler dans un espace USpace, vous devez obtenir ce service d'autorisation de vol UAS avant de voler, avant de décoller, et ça vous dira qu'il n'y a pas de conflit détecté avec un autre vol de drone, un autre exploitant de drone, etc. Alors, c'est une détection de conflit, un calcul de conflit qui se fait avant le décollage du drone, mais une fois que vous avez cette autorisation de vol US, vous savez que si vous décollez, il n'y a a priori pas d'autres vols de drone prévus au même endroit, au même moment dans cet espace USpace. Et lorsque vous décollez, encore une fois, vous devrez avoir recevoir de manière active les services d'identification du réseau, le service de géovigilance et le dernier que le service d'information sur la circulation, qui lui vous permet d'être informé en temps réel sur la position des autres aéronefs, drones et pas drones, hélicoptères, ULM, etc., qui se trouveraient à proximité de votre drone. Voilà dans les grandes lignes sur ce que l'on peut dire sur l'USpace et ses éléments clés. Jacqueline, est-ce que Oui, j'ai il y a une d'autres questions? question. Ouais. Comment comment se décide un USpace? Et en même temps, qui est responsable de sa mise en place? Les deux questions vont en même temps. D'accord, oui, effectivement, c'est lié. Alors, on décide pas un espace USpace d'abord sans raison. D'abord, il faut qu'il y ait un besoin de faire voler des drones. Sinon, il n'y a pas d'espace USpace. Et quand je dis faire voler des drones, c'est pas de faire voler des drones en one shot, c'est-à-dire un jour et puis plus le lendemain. Il y a déjà pour cela aujourd'hui des procédures, des méthodes. Non, là, l'idée, c'est de pouvoir permettre des opérations de drones de manière plutôt permanente, des opérations de drones qui sont notamment complexes, par exemple des opérations BVLOS,
où là, vous n'avez pas, encore une fois, la capacité d'assurer la détection de tous les mobiles, de tous les aéronefs qui volent à proximité du drone. Donc, il faut des moyens pour assurer la sécurité vis-à-vis de l'aviation autour. Et quand, encore une fois, quand c'est pour du vol bivilos, one shot ou temporaire, etc., on va pas créer un espace space. En revanche, lorsqu'il y a un besoin permanent de faire voler des drones dans un endroit donné, là, il peut y avoir un besoin qui pourrait nécessiter la création d'un espace space. Donc, déjà, il faut ce besoin-là. Une fois qu'il y a le besoin, il faut un projet, puisqu'il y a beaucoup de paramètres à décider pour créer un espace space. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des paramètres qu'il y a à définir, mais il y a tout un tas de paramètres. Et donc, il faut étudier l'architecture, voir quelle infrastructure pour le tracking, par exemple, ou pour la perceptibilité électronique de l'aviation habitée. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un tas de choses à étudier. Donc, il doit y avoir des études pour imaginer ce projet d'espace space. Et une fois qu'il y a un projet d'espace space, il y a une étude qui est menée. Il doit y avoir une étude de risque qui est menée au niveau de l'État. C'est ce qu'on appelle l'Airspace Risk Assessment en anglais et évaluation du risque dans l'espace aérien en français. Et il y a une étude de faisabilité et de validation de cet espace space qui est menée par des services de l'État notamment, en concertation avec les autorités locales, donc par exemple dans certains cas la préfecture, avec les autorités militaires, et in fine, il y a une décision qui est prise par l'État, qui est prise conjointement par les ministères responsables, côté aviation civile, côté ministère des Armées, et au final, c'est le directoire de l'espace aérien qui prendra la décision formelle, prendra un arrêté, pour décider de la création de l'espace space à l'issue de tout ce processus. Voilà, qui inclut une consultation de l'ensemble des parties prenantes. Donc, il n'y a pas de. Derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus un processus. Il n'y a pas de recette clé définitive pour dire un espace space c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est un processus de création. Et au final, c'est une décision de l'État basée sur des études et toute une consultation, y compris l'aviation légère, l'aviation habitée, etc., etc. Voilà dans les grandes lignes, Jacqueline. J'espère que ça clarifie cette question. Oui, oui, donc j'imagine que c'est sur un long terme, en fait, cette décision et que ça met du temps à se créer. J'avais une autre question. Qu'est-ce qu'un USSP? Parce qu'on le voit en bas, mais je ne sais pas si du coup tout le monde sait la signification d'un USP. USSP, pardon. USSP, oui, c'est pas facile à dire. Moi, je l'ai dit un certain nombre de fois, donc j'ai fini par le savoir. Alors, USSP, j'en ai touché juste un mot rapide précédemment. Ça veut dire USpace Service Provider. Donc, c'est littéralement le prestataire de service USpace. Donc, c'est l'entité qui peut être une entreprise privée, qui peut être une entreprise publique, qui peut être mixte, qui peut être un service de l'État, des armées, peu importe, mais globalement, c'est un prestataire de service qui est plutôt privé, hein, c'est plutôt le modèle. Donc, c'est un fournisseur de services. Il est privé parce qu'il est sur un marché de services, c'est-à-dire que c'est un fournisseur de services à l'échelle européenne, donc qui peut rendre des services en France, mais partout au sein de l'Union, et y compris également en Suisse. Et ce fournisseur, ce prestataire de services USpace, c'est lui qui rend les services USpace. Donc, c'est lui qui rend les services d'identification du réseau, le service de jeu vigilance, le service d'autorisation de vol US, etc., etc. C'est son rôle. Et il le fait pas n'importe comment. Il le fait d'abord parce que il a des données de base. Hein. Donc, il est interconnecté, interfacé avec tout un tas de sources de données, ce qu'on peut appeler l'environnement opérationnel de l'espace USpace. Il prend ces données-là, il les traite, et c'est avec ces données-là qu'il peut rendre des services, les services USpace, aux exploitants d'US. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes exploitant d'US, vous voulez voler dans un espace USpace, vous devez avoir un contrat
avec un USSP qui vous fournit ces services space. Et ces services space, il est fourni à partir, encore une fois, des données, des règles, des données sur les zones géographiques UAS, sur le contrôle aérien, sur le trafic aérien habité à proximité, etc. Donc, l'USSP fournit toutes ces données-là et il fournit à l'exploitant d'US les services space qui sont harmonisés, standardisés au niveau de l'Union européenne. Et à partir de ces services space, par exemple, vous avez l'autorisation de vol US, ça vous permet de savoir que vous pouvez faire décoller votre drone ou vos drones dans les trajectoires, dans les volumes qui ont été prévus. Ces services, encore une fois, ce sont des services numériques qui peuvent prendre tout un tas de formes. Ça peut être tout simplement une carte animée, colorée sur un smartphone, sur une tablette, sur une page web, sur une application. Ça peut être tout simplement des services purs numériques fournis par API, par services numériques sur Internet. À terme, on imagine, ce sera certainement pas les premières applications pour des raisons évidentes de sécurité et de maturité technologique de tout cela, mais à terme, on peut même imaginer que les services USpace soient interconnectés, que les USpace soient interconnectés directement avec le système de télépilotage du drone, soit au sol, soit même embarqué sur le drone. Donc, la forme du service est défini par l'USSP, hein, c'est lui qui décide si c'est une carte, si c'est de l'API, comment c'est, etc. Mais il décide pas de tout. D'abord, l'USSP, il est certifié, il est surveillé. C'est-à-dire que la contrepartie de pouvoir offrir les services dans l'ensemble des espaces USpace de l'Union européenne, c'est qu'il le fait sur la base de règles, d'obligations qui sont surveillées sous l'autorité de l'EASA en Union européenne et de la DSAC en France. En particulier, on surveille qu'ils respectent les règles, les obligations de performance, et l'USSP se voit délivrer un certificat qui est valable dans toute l'Union européenne. Ce certificat, il est délivré en France par la DSAC, notamment. Voilà à peu près les grandes lignes. Alors oui, pardon, dernier détail, non des moindres, l'USSP donc va fournir les services USpace, mais il peut aussi fournir d'autres services complémentaires aux services USpace. C'est-à-dire qu'il y a les services, je dirais, liés plutôt à la sécurité, à la sûreté, à l'environnement autour de l'espace USpace, mais l'USSP peut fournir aussi d'autres services dits commerciaux, complémentaires, donc commerciaux, au bénéfice des exploitants d'US qui sont au final ses clients. Et encore une fois, les USSP opèrent sur un marché qui est régulé puisqu'il faut avoir un certificat pour être USSP. N'importe qui ne peut pas être USSP, mais ça reste un marché de services et donc les prix en particulier sont fixés par les USSP eux-mêmes. Les prix ou les modalités commerciales ou les contreparties d'une manière générale. Mais je pense que Innovatem pourra plus rentrer dans les détails pour ce qui les concerne. Merci. Voilà, je pense Oui, que j'avais deux. oui, j'ai fait le tour, ouais. Merci. D'autres questions. On va en garder un petit peu pour Amine Carré, peut-être des questions quand même. Quelle est la durée de vie d'un USpace? Alors, la durée de vie du règlement USpace, je pense qu'elle va être très très longue. Sachez qu'en plus, le règlement USpace, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un règlement qui est pionnier dans le monde. Hein. L'Union européenne est en avance sur le sujet. Donc, je souhaite longue vie au règlement USpace qui en connaîtra des évolutions. En ce qui concerne un espace, si on regarde maintenant un espace aérien USpace, donc qui a été créé sur la base de ce règlement, de ces nouvelles règles, un espace USpace, en principe, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire, c'est comme un CDI. C'est-à-dire qu'on crée un espace USpace, il a plutôt vocation à être permanent, mais comme tous les espaces aériens, même classiques pour l'aviation habitée, il évoluera, il pourra grandir, rétrécir, être supprimé, etc. Voilà. C'est un espace USpace, il a vocation à être permanent. Alors, il y aura peut-être des phases transitoires, expérimentales, etc. Mais en tout cas, l'espace USpace a vocation à être permanent
et à vivre sa vie, à être mis à jour en fonction du retour d'expérience, de l'évolution des besoins des opérations de drone, des règlements, etc., etc., des études de sécurité, j'en passe et des meilleurs. Voilà en cours, en gros. Merci. Oui, donc c'est vrai ouais, comment dire, une vie voilà qui va bouger un petit peu sur le long terme. Alors d'autres questions, comment va être assurée la sécurité avec l'aviation civile, l'aviation habitée? Ah, oui, c'est une bonne question. Alors, je vais vous présenter cette planche qui, malgré sa complexité, euh, mais elle contient un certain nombre d'informations clés pour comprendre cela. Euh, L'espace aérien U-Space, il faut savoir, je l'ai peut-être pas dit très clairement, c'est un espace aérien qui a vocation essentiellement à avoir des drones volés à l'intérieur, hein. Ce n'est pas un espace qui est complètement réservé aux drones, mais c'est un espace qui est plutôt dédié aux drones. Voilà. Donc c'est un premier élément de la sécurité, c'est que la façon dont on va créer, désigner l'espace aérien space, on va le faire de sorte que il va être plutôt réservé aux drones, aux opérations de drones, et il va être étudié, cet espace space va être étudié de sorte qu'on va limiter le risque, évidemment, de pénétration intempestive de l'aviation habitée. Il y a néanmoins des particularités, c'est-à-dire que même si c'est plutôt un espace aérien qui a vocation à voir voler des drones, il est ce qu'on appelle pénétrable par l'aviation habitée, c'est-à-dire que l'aviation habitée pourra quand même y entrer, mais pas n'importe comment. Donc, je vais plutôt rentrer dans ce détail-là un tout petit peu après un focus sur ce qu'on appelle les couches d'atténuation des risques. C'est-à-dire que, euh, comme je viens de vous le dire, l'espace space, il va être designé de sorte à assurer une ségrégation maximale entre l'aviation habitée et l'aviation des drones, des UAS. Euh, Il y a une deuxième couche de sécurité qu'on appelle prétactique qui est fournie parce que on va donner une autorisation de vol UAS, enfin les USSP vont fournir des autorisations de vol UAS aux dronistes, à l'exploitant d'UAS avant qu'il décolle. Donc en particulier, ça permettra d'avertir, attention, ben là, je ne vous donne plus, je vous donne pas l'autorisation de vol ou je vous la suspends parce que il se trouve qu'il y a un hélicoptère qui est en train de se poser, par exemple, à tel ou tel endroit. Ça, c'est une deuxième couche. Et puis, bien sûr, il y a la couche générale qui est la couche de géovigilance qui permet de toute façon de rappeler, par exemple, à l'exploitant du ES que telle ou telle zone, par exemple, est interdite ou nécessite une permission avant la pénétration. Et puis la dernière couche de sécurité, c'est quand même le service d'information sur la circulation qui permet de fournir la position des aéronefs qui évoluent à proximité du drone. En particulier, par exemple, s'il y avait un vol habité qui n'était pas prévu, l'exploitant de drone est alerté grâce au service d'information sur la circulation. Il y a deux services dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Il y avait un service optionnel pour le service météo. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Il y a un autre service intéressant qu'on appelle le service de contrôle à la conformité, qui est fourni par les USSP aux exploitants d'US et qui permet, alors qui est aussi un service optionnel, qui permet d'alerter que un drone, un US, est sorti de l'enveloppe autorisée, de son enveloppe de vol autorisée. Donc ça permet d'alerter tout le monde. Voilà encore un mécanisme de sécurité. Principalement, le cœur de la sécurité reste quand même que l'exploitant du S doit utiliser les services space, respecter les conditions de son autorisation d'exploitation s'il en a une, s'il est en exploitation spécifique par exemple, bénéficier des services space et avoir une maîtrise, une connaissance permanente de la situation pour assurer l'anticollision vis-à-vis du reste de l'aviation, qu'elle soit habitée ou pas habitée. Donc ça reste une responsabilité importante, fondamentale des exploitants du S. Il le fait grâce aux informations fournies par les prestataires de services USpace, les USSP. Il tient compte des règles de priorité qui ont été fixées, hein. L'aviation habitée a priorité sur l'aviation non habitée.
Euh, Au détail près, des opérations d'État avec certains drones, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et puis, dernier élément clé de la sécurité et de la séparation vis-à-vis de l'aviation habitée, c'est ce qu'on appelle, d'une part, la reconfiguration dynamique de l'espace aérien et d'autre part, la perceptibilité électronique. Je vous l'ai dit, l'espace aérien U-Space, il est plutôt réservé aux drones, mais il est pénétrable par l'aviation traditionnelle. Euh, Comment c'est fait cette pénétration? Il y a deux situations. Soit l'espace aérien U-Space, il est dans un espace aérien dit contrôlé. Donc il y a un service de contrôle et une tour de contrôle, pour faire court, derrière, qui gère le trafic aérien habité. Eh bien, si un avion, un hélicoptère, un ULM ou quoi que ce soit qui vole et qui est contrôlé doit pénétrer l'espace aérien U-Space, c'est possible, mais à ce moment-là, le service de contrôle a la responsabilité de faire ce qu'on appelle, d'exécuter ce qu'on appelle la reconfiguration dynamique de l'espace aérien, c'est-à-dire de désactiver tout ou partie de l'espace U-Space pour permettre justement la pénétration de cet avion, de cet hélicoptère, de cet ULM, de ce planeur, de tout ce qu'on veut. Et cette désactivation partielle, bien sûr, elle est notifiée aux USSP et elle est propagée jusqu'à l'exploitant du US qui sait que du coup, par exemple, son autorisation de vol n'est plus valable et qui doit se poser ou diminuer son altitude ou se décaler pour sortir de l'espace qui est concerné par cette reconfiguration, évidemment selon des timings, des préavis qui sont définis et cadrés préalablement. Donc ça, c'est le premier cas. Espace aérien, USPACE en espace aérien contrôlé, à ce moment-là, il doit y avoir, pour qu'un avion ou un aéronef contrôlé puisse pénétrer, il doit y avoir une désactivation totale ou partielle de l'espace aérien USPACE et c'est géré par le service de contrôle qui a autorité pour le faire. Deuxième cas, l'espace aérien USPACE est dans un espace aérien non contrôlé. Alors là, on oublie la reconfiguration dynamique de l'espace aérien, puisque c'est de l'espace aérien non contrôlé. Là, un aéronef habité, piloté avec un équipage ou un pilote à bord, il peut pénétrer l'espace U-Space. Sa seule obligation, c'est d'être ce qu'on appelle perceptible de manière électronique. C'est-à-dire qu'il doit émettre en permanence sa position et d'autres informations à l'aide d'un dispositif qui est approuvé par l'EASA, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité de l'aviation. Donc ça ne peut pas être n'importe quel dispositif qui permet, par exemple, à un ULM, un planeur ou un hélicoptère d'être perceptible de manière électronique. Il y a un certain nombre de moyens acceptables de conformité, dont ce qu'on appelle l'ADSB Out 1090, mais également le FLARM, qui est beaucoup utilisé par les planeurs. Le FLARM sera aussi un moyen acceptable de conformité pour qu'un planeur puisse opérer dans un espace aérien U-Space. Et dès lors que cet aéronef est perceptible de manière électronique, cette information doit être captée par les USSP, elle est traitée et elle permet de gérer les alertes vis-à-vis de l'exploitant du AS qui lui a la responsabilité de traiter cette alerte-là. Il est notifié, par exemple, de la présence d'un aéronef. Donc l'exploitant du S, lui, doit en tenir compte pour assurer l'anti-collision. Du coup, par exemple, c'est plus facile quand on est bivéloce de faire comme ça plutôt que de voir quelque chose qu'on ne voit pas. C'est un des intérêts. Et donc, ça permet justement de créer des opérations BVLOS à des endroits où on ne sait pas le faire aujourd'hui en toute sécurité. Voilà dans les grandes lignes. Jacqueline. Donc en fait, si je comprends bien, ça va être un peu en temps réel, ces informations que recevront les exploitants de drones, les télépilotes. Complètement. Les services suspects, ce sont des services numériques, temps réel. Alors même si certains services peuvent être, un petit peu avant le vol, ça reste du temps réel. C'est-à-dire l'autorisation de vol ULS, vous l'aurez avant de faire décoller le drone, évidemment. C'est tout l'intérêt du dispositif. Mais tout ça, c'est fourni en temps réel, c'est mis à jour en temps réel. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que l'exploitant d'US ait accès au service en permanence. C'est-à-dire que ça ne marche pas si vous avez un smartphone qui est au fin de fond de votre polaire ou de votre doudoune et que vous ne surveillez pas les alertes. Ça ne marche pas. Évidemment, vous avez la responsabilité de suivre et de gérer
les services Space en tant qu'exploitant d'US. Sinon, ça ne peut pas évidemment marcher. Mais c'est bien du temps réel, absolument. Alors, attention, encore au point important, peut-être précision que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Euh, les services Space ne vont pas nécessairement tout vous faire. Hein, les services Space, encore une fois, c'est pas ça qui va vous donner l'autorisation d'exploitation, par exemple, si vous êtes en autorisation, en exploitation spécifique et que vous n'êtes pas sur un scénario standard. Le service USpace fourni par l'USSP va pas vous faire ça. Hein. C'est pas lui qui va vous donner donc cette autorisation qui peut nécessiter un mois, 2 mois, je ne sais quoi de travail en préalable, se fera quand même. Si vous voulez voler dans un espace aérien qui est très réglementé, par exemple la P23 à Paris, c'est pas le service USpace qui va vous donner cette autorisation-là. En revanche, le service USpace, en tout cas en temps réel, en revanche, le service USpace, il va vérifier que vous avez besoin ou pas d'une autorisation administrative, va vous alerter sur ces sujets-là. Peut-être que certains USSP vont également permettre de fournir de traiter ces autorisations administratives-là par ailleurs avec des services supplémentaires, mais ce sont bien des services supplémentaires. Et là, c'est pas nécessairement temps réel. Ça pourrait peut-être l'être à terme, mais c'est pas nécessairement temps réel, puisque si c'est une autorisation, par exemple, pour voler à proximité d'une centrale nucléaire, par exemple, eh ben, vous n'aurez pas l'autorisation nécessairement en 1 heure ou en 5 minutes. Mm. Alors qu'en revanche, l'idée de l'autorisation de vol US, c'est bien de l'avoir rapidement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, bah là, vous avez un vol, vous êtes prêt à partir, peut-être dans un quart d'heure, dans 20 minutes, dans une demi-heure, peut-être dans un jour, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de le faire quand vous en avez besoin et avec une mise à jour en temps réel quand les conditions opérationnelles évoluent. Voilà. C'est-à-dire que une fois que vous avez votre autorisation de vol US, ça vous bloque l'espace pour vous, que celui qui a été fourni dans l'autorisation de vol US, premier selon les règles du premier arrivé, premier servi. Évidemment, les vols de l'État ont priorité, donc il y a des priorités en particulier pour les pompiers, la police, etc. Donc éventuellement, vous seriez susceptible de perdre cette réservation d'espace s'il y avait une opération plus prioritaire. Mais globalement, vous avez votre opération de vol US. Si vous ne la changez pas, eh ben, vous la gardez, sauf si les conditions changent. C'est pour ça aussi que vous avez intérêt à pas forcément demander votre autorisation de vol US trop en avance, parce que si vous devez changer, par exemple, de drone, de vitesse, d'altitude, etc., vous allez devoir changer votre demande d'autorisation de vol US, et là, vous êtes susceptible d'avoir perdu, bien sûr, votre autorisation de vol et votre réservation Voilà, c'est pas une réservation d'espace. Le terme est inapproprié d'un point de vue réglementaire, mais en gros, vous aurez perdu votre autorisation de vol US, vous serez obligé d'en redemander une, et peut-être qu'entre-temps, une autre autorisation de vol US conflictuelle aura été fournie à un autre opérateur de drone, et ainsi de suite. Donc voilà un peu la mécanique temps réel telle qu'on peut l'apercevoir. Ça paraît quand même assez complexe, voilà. Donc, tant qu'on ne sera pas confronté, je pense que voilà, ça va rester un peu complexe de comprendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Je crois qu'on a parlé un petit peu de comment on va être du coup prévenu le télépilote si on a un aéronef habité à rentrer à proximité. Et j'avais une question sur la tarification. Donc, est-elle libre ou soumise à une grille de tarification? Est-ce que Alors, chaque ouais. USSP sera libre d'avoir ses prix ou est-ce qu'il y aura quand même des fourchettes? Alors, chaque USSP, enfin, en l'état actuel de la réglementation, chaque USSP sera libre de fixer ses tarifs, de fournir des services comme il l'entend, avec peut-être des services totalement payants ou une partie gratuite, une partie payante, des modulations selon sa politique commerciale. Non, il sera absolument libre. C'est un marché de services, encore une fois, à l'échelle européenne, c'est-à-dire que vous aurez aussi des USSP qui ne seront pas que des entreprises françaises, qui fourniront des services depuis un autre État membre et qui vous fourniront aussi avec des services selon leur propre politique commerciale.
Mais un USSP français ne sera pas, enfin, n'a pas l'obligation non plus d'ouvrir au niveau européen. Il peut très bien se contenter au niveau national. Alors, oui, bien sûr, ça, c'est bien sûr, absolument. Bah, c'est libre, c'est-à-dire que l'USSP va rendre ses services dans les espaces U-Space dans lesquels il souhaite opérer, dans lesquels il souhaite rendre ses services. Ce sera peut-être d'ailleurs pas possible partout, parce qu'il peut y avoir certains U-Space qui sont peut-être plus critiques du point de vue de la sécurité ou de la sûreté, par exemple, et qui demandent un certain nombre de garanties supplémentaires par rapport, je dirais, au certificat de base. Et auquel cas, peut-être certains USSP ne seront pas capables d'atteindre ces exigences supplémentaires et donc ne fourniront pas les services dans certains espaces U-Space. Mais globalement, on imagine que la plupart des USSP auront intérêt à fournir leurs services dans le maximum d'espaces U-Space pour une question tout à fait, pardon, pour une question d'échelle notamment, et aussi parce que ses propres clients le jour où il veut aller voler, enfin quand il change d'espace space, il n'a peut-être pas envie de changer d'USSP à chaque fois. Donc le principe, c'est qu'évidemment, vous pouvez choisir votre USSP selon l'espace space, selon l'heure du jour et de la nuit, votre humeur ou vos besoins, etc., quand vous êtes exploitant US. Mais un intérêt aussi, c'est d'avoir un USSP, d'avoir votre USSP, d'avoir un contrat avec lui, et puis de l'utiliser, quel que soit l'espace space de France, de Navarre ou d'Europe, puisque Mhm. les exploitants d'US eux-mêmes peuvent tout à fait vendre leurs services dans n'importe quel pays d'Europe. Merci. Ben, je vais attaquer les questions du chat. Donc, où en sommes-nous de la création des U-Space en France? Combien? Et combien sont opérationnels maintenant ou quand ils le seront? Alors, il n'y a pas encore d'espace aérien space dans le monde. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas plus dans le monde, en Europe, qu'en France. Il y a pour l'instant des projets d'espace aérien U-Space dans certains pays de l'Union européenne. Pour l'instant, il n'y a pas encore de projet lancé en France. Il y a des discussions préliminaires, il y a des avant-projets, je dirais, ou des options prises dans certains espaces aériens space, mais encore rien de lancé ni de validé à ce stade. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail. Donc, à ce stade, on en est au niveau des discussions préliminaires. Donc, lorsque un ou plusieurs projets USPS seront lancés, ben, après, il y aura toute une mécanique qui va se lancer. Et là, il faut compter environ, je dirais, l'ordre de grandeur, c'est 12-18 mois probablement pour la création d'un espace USpace à partir du moment où le projet est lancé, en ordre de grandeur. D'accord, merci. Alors, une autre question, les interactions entre les classes de drones, la réglementation européenne et les U-Space. Alors, Est-ce que- oui, entre les classes de... Alors, oui, si, ce qu'il faut voir, c'est que euh, vous êtes quand vous faites voler un drone dans un espace space, euh, il y a une condition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous ayez un contrat avec un USSP et que vous exploitiez et que vous bénéficiez et exploitiez simultanément au moins les quatre services space obligatoires. Donc, identification du réseau, géovigilance, autorisation de vol UAS et information sur la circulation. Donc ça, c'est une condition, je dirais, liée à l'USpace. Mais par ailleurs, aujourd'hui, quand vous voulez faire voler un drone, il n'y a pas du space encore, mais il y a d'autres conditions. Donc, soit vous êtes en open, ok, il y a quand même des conditions liées à la catégorie open, soit vous êtes en catégorie spécifique, et tout ça, ça déclenche des obligations, il y a des contraintes, vous pouvez être dans tel ou tel, en particulier scénario standard en opération spécifique selon la classe de drone. Euh, et donc, vous pouvez voler sur un scénario standard selon votre drone et la classe du drone. Euh, voilà. Et ça vous permet déjà de faire voler votre drone, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si effectivement, il vous faut, par exemple, voler dans un espace aérien particulier, type espace aérien contrôlé, etc., etc., ou si vous êtes en BVLOS, il y a aussi des conditions.
Auquel cas, pour avoir votre autorisation d'exploitation, il faut peut-être aussi qu'il y ait une ZRT, par exemple, pour pouvoir voler, etc. Dans certains cas, hein, voilà. Euh, donc ces conditions-là, elles vont pas complètement disparaître. C'est-à-dire que si vous devez être volé en catégorie spécifique selon un scénario standard, en espace space, vous devrez quand même avoir le drone avec la bonne classe de drone et avoir toutes les conditions liées au scénario standard. Là où il y a un avantage particulier pour l'USpace, c'est notamment si vous êtes en catégorie spécifique et que vous êtes sous une SORA, faites une étude SORA pour avoir une autorisation d'exploitation. Là, vous pourrez, si vous êtes en espace USpace, vous pourrez descendre, considérer déjà que vous êtes en arc B pour la gestion du RSQR. Alors, je suis désolé je sais que c'est du charabia technique un peu compliqué. Ceux qui connaissent la SORA, j'espère, auront compris. Les autres, je veux bien m'excuser, c'est très technique. Mais tout ça pour vous dire que il faut bien séparer deux choses, hein. Le fait d'avoir la possibilité de faire voler votre machine, de la faire lever dans les airs, et la possibilité de pénétrer l'espace aérien, qui sont d'autres conditions. Voilà. J'espère que ça a clarifié un peu le sujet, Jacqueline. N'hésitez pas à me le dire sinon. Oui, j'espère que pour la personne qui avait posé la question, ça a clarifié aussi. Alors, nous avons une autre question. Comment les USPES vont gérer la simplification de la réglementation européenne par rapport à la catégorie ouverte? Alors, là, je suis pas sûr de comprendre la question. Alors, je ne Comment sais ça pas simplifie? Vous avez dit si la catégorie ouverte. Alors, je ne sais Euh, pas si la personne, Philippe, ouais. si vous voulez intervenir peut-être pour mieux expliquer la question, vous pouvez lever la main. Oui, bonjour. Oui, bonjour. 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 Oui, donc la question, en fait, ça concerne simplement le fait qu'aujourd'hui, la catégorie ouverte permette de faire voler un drone dans beaucoup d'endroits, y compris en agglomération, en espace privé pour le moment. Dans les autres pays, ça se fait déjà en agglomération, en espace public, sans faire de déclaration. Donc, comment est-ce que ce sera géré? Alors, j'aurais tendance à dire, ça dépend. Enfin, euh, il est dans un espace aérien U-Space, encore une fois, il pourra y avoir des opérations de vol open spécifiques ou certifiées. Euh, Après, si l'espace U-Space est créé dans un endroit où aujourd'hui il y a, par exemple, c'est un espace privé, euh, je, vous serez en espace U-Space. Enfin, d'abord, encore une fois, l'espace aérien n'est jamais complètement privé. C'est là où la règle est plus fine que ça. Mais j'aurais tendance à dire que ça changera probablement pas grand-chose s'il s'agit de faire voler un drone, je dirais, en dessous de la hauteur du toit de votre immeuble, comme aujourd'hui, dans un jardin privé, etc. Je dirais en dessous de l'obstacle le plus haut le plus haut à proximité du drone dans l'espace privé. Ça, il est probable que ça ne change pas. Je dis probable, je reste prudent parce que ça dépendra de la création de l'espace espèce lui-même. Donc ça, probablement, ça ne changera pas, mais dès lors que vous serez dans l'espace space, bah, vous devrez obtenir les autorisations de vol UAS et bénéficier des services USpace, que vous soyez en open ou en spécifique. Ça ne changera pas de toute manière, puisque c'est une autre problématique. Euh, L'USpace va permettre d'assurer notamment que vous savez en permanence si vous avez le droit ou pas de voler dans l'espace aérien. Donc, par exemple, il est actif. Et ça vous permet de savoir s'il y a d'autres drones qui volent au même endroit ou d'autres aéronefs habités qui volent au même endroit. Et empêcher justement des collisions entre ces trafics éventuellement conflictuels. Donc, c'est ça ce que fait l'USpace. Donc, si vous êtes en open dans un endroit où il peut y avoir d'autres drones qui volent, et ça peut être le cas dans un espace, je dirais, privé, puisqu'en réalité, l'espace aérien
au-dessus d'un terrain n'appartient pas au propriétaire du terrain. Et donc là, vous êtes susceptible peut-être de demander, de devoir bénéficier des services USpace. Mais je pense que ça, ce sera regardé plus finement. Mais concrètement, encore une fois, je pense qu'il y a peu de chances que ça change grand-chose pour les opérations open qui sont vraiment dans les espaces fermés au public, à basse altitude, c'est-à-dire en dessous des obstacles. D'accord. Mais c'est l'espace USpace qui le décidera. Voilà. Donc ça pourrait être, ce sera étudié au cas par cas. D'accord. Non, mais c'est juste qu'en fait, il y a une différence notoire entre faire voler un C0, un C1, un C2 et un C5 en agglomération, avec des demandes d'autorisation ou des déclarations de vol pour les uns et non pas pour les autres. Et du coup, on pourrait éventuellement effectivement comprendre qu'il y ait un retour sur la réglementation qui vient juste de sortir. Non, c'est le l'USpace c'est un ensemble de services qui viennent aider les opérations de drone en plus de la réglementation actuelle. L'objectif, c'est de faciliter les vols de drones et de faciliter, encore une fois, l'anti-collision avec le reste du trafic aérien, qu'il soit drone ou pas drone. C'est à ça que sert l'USpace. Donc ça vient en plus. Alors, du coup, il y a quand même des facilités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les gens qui font de la SORA, il y a quelques facilités, évidemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prestataires USpace vont fournir des services supplémentaires qui vont peut-être vous aider à faire des déclarations de scénarios standards, ce genre de choses. Mais c'est des services supplémentaires. C'est pas lié à l'USpace, c'est lié à la réglementation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui ou telle qu'elle va évoluer dans les jours ou les semaines ou les années qui viennent. Voilà. Très bien. Merci. Je vous en prie. C'est vrai que c'est complexe hein, quand même. Alors, on a une autre question. Les vols habités, donc les drones taxis, seront-ils concernés? Alors, peut-être un jour, mais alors je vais vous dire tout de suite, les expérimentations de VTOL à Paris envisagées pour 2024, ce sont pas des drones, donc ils sont pas concernés par l'USpace, et ce sont des aéronefs qui sont pilotés avec un ou une pilote à bord. La première mouture de l'USpace ne permet pas l'emport de passagers à bord des drones. Donc, de toute façon, l'USpace, dans sa première version, n'est pas faite pour ça. Il est possible, voire probable à terme, que l'USpace le permette, mais ce sera le jour où les opérations, l'emport de passagers via des drones sera possible. Ce qui est aujourd'hui pas encore possible pour des questions de certification, de sécurité, peut-être d'acceptabilité sociétale, ça c'est encore autre chose, mais aujourd'hui, les VTOL ne sont pas encore mûrs pour être certifiés pour l'emport de passagers. Mais ça viendra probablement certainement un jour. Et là, la question de les intégrer dans l'USpace se posera, mais ce sera à plus long terme. En tout cas, pour l'instant, à court terme, pour 2024, c'est pas une question du space, ce sont des aéronefs pilotés selon les règles de la circulation aérienne générale en VFR. D'accord, merci. Alors, j'en étais où? Les drones alors, le drone pourra-t-il être prioritaire par rapport à certains types de vols d'aviation habitée comme le loisir aviation générale, ULM ou le planeur? Alors, on en a discuté tout à l'heure, mais voilà. Alors, il y a la réponse, globalement, la réponse est non. Comme aujourd'hui, ça c'est le règlement, sur le règlement 947 qui le fixe. Non, en principe, non. Là où il y a une forme de priorité indirecte, c'est que lorsque l'espace aérien, lorsque l'espace aérien space a été créé, l'aviation habitée, si on est par exemple en espace aérien non contrôlé, l'aviation habitée doit être équipée. Elle doit s'équiper pour pouvoir pénétrer l'espace space. Elle ne peut pas aller opérer n'importe comment. Et donc vous, ça vous fournit de l'information sur leur position. Après, ça ne vous donne pas priorité sur un planeur, par exemple. En revanche, il y a certains cas où il peut y avoir des priorités, mais c'est plus pour les opérations d'État, où là, il peut y avoir effectivement une priorité d'un drone d'État vis-à-vis
de l'aviation habitée, mais ce sont des cas marginaux. Et ça ne couvre même pas les opérations qui sont faites, par exemple, par certains prestataires privés pour le compte de l'État, hein. C'est certaines opérations spéciales de l'État qui sont concernées par ces priorités-là. Alors, une autre question, quelle réglementation aujourd'hui pour les pompiers? Alors, en réglementation U-Space, bah, ce sera la. Alors, euh, le cas des pompiers, c'est compliqué parce que toutes les opérations de pompiers ne sont pas nécessairement, à ma connaissance, opérations spéciales tombant sous le coup des exemptions. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais si ce sont des opérations de pompiers qui sont reconnues comme des opérations d'État, alors les opérations peuvent ou pas être opérées par l'USpace. C'est-à-dire qu'elles peuvent être exemptées, mais à ce moment-là, il faut des conditions particulières, mais elles peuvent aussi bénéficier des services USpace. Donc les deux existeront. Voilà, donc il peut y avoir une forme de priorité, ce qui va conduire à peut-être une désactivation, dans certains cas critiques d'urgence, à une partie de l'espace aérien USpace, ou alors les opérations de pompiers seront intégrées dans l'espace USpace avec les services USpace directement. Les deux sont possibles. Ah, d'accord, merci. J'espère que ça répond à la question d'Antoine. Alors, ensuite, nous avons une zone USpace dans laquelle se trouve qu'un seul service USSP. Puisque les prix ne sont pas encadrés, on va le retrouver dans un cas de monopole. Donc, est-ce que ça peut exister, un cas de monopole sur un espace USpace? Alors, bah, en principe, non, puisqu'il ne peut pas y avoir de monopole. Donc ça, c'est des questions de régulation économique. Après, c'est quand même relativement improbable dans la mesure où c'est possible, hein, que ponctuellement, il n'y en ait qu'un. Mais les espaces USpace sont ouverts, sont obligatoirement ouverts à l'ensemble des prestataires USSP certifiés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a au moins deux USSP certifiés en Europe, et il y en aura au moins deux certifiés en Europe, ces deux prestataires sont susceptibles de rendre leur service dans l'espace USpace. Et ça, obligatoirement. Et les prestataires de service USpace ont obligation d'être interopérables, c'est-à-dire de fonctionner l'un avec l'autre. Donc, pour que cette situation que vous décriviez puisse exister, il faudrait d'abord que ce monopole soit acceptable d'un point de vue légal. Donc déjà, c'est quand même une première difficulté. Deuxième difficulté, il faudrait qu'aucun autre USSP certifié en Europe, y compris en France, n'accepte de rendre des services dans cet espace USpace. Bon, ce qui montrerait plutôt que soit l'espace USpace n'a pas vocation à exister, soit qu'il y a un problème. Et le plus probable dans cette situation, c'est qu'en réalité, on n'aurait pas désigné l'espace aérien USpace. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il n'y a aucun marché pour les prestataires de services USpace, c'est que probablement l'espace USpace n'est pas viable et donc il ne sera pas créé. Mais bon, voilà ce que je peux dire en principe. Donc c'est plutôt un scénario improbable. C'est pas fait pour. Voilà, parce qu'encore une fois, tous les prestataires de services USpace d'Europe peuvent rendre des services là. Donc il suffit d'aller voir un autre USSP, lui dire bah ouais tiens j'aimerais opérer, je vais opérer à tel endroit, vendez-moi ou fournissez-moi les services USpace. Alors, je prends le temps de lire un petit peu les questions. Alors, on est beaucoup sur l'open, permet aujourd'hui de voler en espace privé en agglomération. Donc là, on a déjà échangé là-dessus. On revient sur les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers peuvent voler en open A2 et en mode dérogatoire. Donc ça, c'est plus une confirmation. Alors, je pense on a répondu à la question de Céline quand même. On pourra, alors, en espace to space, si celui-ci commence au sol, on ne pourra plus voler dans son jardin. Alors,
ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, c'est qu'à partir du moment où on va pas dépasser la hauteur de la maison, ça pourra peut-être le faire quand même, si j'ai tout compris, même Oui, si c'est alors, pas encore je, sûr sûr. oui, oui, parce que alors là, on commence à rentrer dans les détails. Euh, je pense que globalement, il y aura probablement des altitudes minimales, si ce n'est, je crois pas qu'il y ait d'altitude minimale fixée dans les règlements, je crois pas de mémoire. Mais oui, il y a des chances qu'on n'aille pas jusque dans le jardin privé, mais euh, ça marche parce que vous êtes en BVLOS. Maintenant, imaginez un site industriel privé, même si c'est un ERP éventuellement, mais un site industriel privé, euh, tout l'espace qu'il y a au-dessus de ce site industriel et 1 centimètre au-dessus du sol, ou même 1 millimètre au-dessus du sol, c'est de l'espace, c'est de la ressource publique. L'espace aérien n'est pas privé, jamais. Cet espace aérien au-dessus, ok, il est plutôt à usage privé quand on est très très proche du sol, je dirais. Il y a une forme de tolérance. Mais imaginez que ce site industriel, il y ait plusieurs opérateurs de drones. Ça peut arriver. Vous avez un opérateur de drone qui, parce que vous avez une société de gardiennage qui exploite des drones, vous avez un autre sous-traitant qui est exploitant, qui fait de la logistique, par exemple de la livraison de pièces entre plusieurs sites, plusieurs lieux du site industriel. Il y a un autre sous-traitant qui est, je sais pas, qui est photographe, par exemple, ou qui fait de la surveillance de l'infrastructure du site, etc. Donc vous avez dans cet espace-là, et qui peut être en ville, par exemple, vous avez plusieurs exploitants d'UAS. Ben là, ce serait raisonnable de se dire, ce site industriel-là, qui est en ville en plus, donc il y a des risques particuliers, il est inclus dans l'espace suspect sans autre forme de procès. Et ça arrange même probablement l'exploitant du site industriel, puisque les Hmm. exploitants d'US directement, ils vont gérer avec l'industriel leur contrat pour pouvoir opérer, ils auront leurs horaires de service patati patata, mais la compatibilité avec les trafics aériens, elle est assurée via l'USpace ou pas. Mais ça, ce sont des décisions qui feront partie, je pense, des études de création de l'espace USpace. Voilà. Et encore une fois, l'espace au-dessus de votre jardin ne vous appartient pas, n'appartient pas au propriétaire du jardin. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Et donc pour l'USpace, ça se regardera au cas par cas, y compris en agglomération. Alors, on a fait le tour. Alors, si on a une dernière question, où voyez-vous les premiers USpace s'ouvrir en France? Est-ce que j'ai le droit à un joker, Jacqueline? Euh, Parce que là, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Et Oui. alors, je vais dire, je vais donner une réponse qui n'est pas la réponse attendue, euh, mais moi je vois les premiers espaces aériens U-Space émerger. D'abord, là où il y a un besoin de faire voler des drones, encore une fois, de manière plutôt permanente, donc avec des risques particuliers, donc typiquement des opérations de BVLOS, mais pas que, hein, c'est pas que du BVLOS. Donc là où il y a un besoin, et là où il y a des acteurs derrière. C'est-à-dire là où il y a des entreprises, des acteurs locaux, territoriaux qui pourront se rassembler pour faire émerger cet espace espèce. S'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas d'espace espèce. Voilà à peu près ce que je peux dire et c'est évident. Je pense que c'était pas la question, mais comme disait quelqu'un de célèbre au XXe siècle, c'est ma réponse. Merci en tout cas Antoine pour cette présentation que j'ai trouvée quand même très complexe et très intéressante. Bon, il reste encore sans doute, enfin moi je sais que j'ai encore des questions dans la tête, mais bon, on va peut-être s'arrêter là parce que je crois qu'on pourrait en parler encore pendant très longtemps. Merci en tout cas de cette intervention et du coup je vais poser. On a peut-être quelqu'un qui a levé la main, non? Non, c'est Francis qui applaudit. Et on va passer du coup la main à Amine Carré pour sa présentation sur InnovaTM. Oui, merci beaucoup. Alors, je suis en train d'essayer de partager mon écran.
Donc, c'est en train d'arriver, hein. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, oui. Très bien, bon, merci. Je ne sais pas quel sujet intéresserait les gens qui sont avec nous, en particulier pour creuser, parce qu'Antoine a fait quand même le tour et a brassé assez large sur l'ensemble des grandes lignes du Space. Je vais essayer de partager avec vous la vision qui est la nôtre, qui n'est pas forcément très orientée réglementation, mais qui est plutôt orientée business, cas d'usage et cas pratique de création du space. Et je vais en profiter pour répondre à un certain nombre des questions qui ont été posées, mais avec la vision d'un gestionnaire. Donc moi, je représente InnovaTM. Nous sommes candidats éligibles à la certification U-Space Service Provider auprès des SAC depuis le 11 juillet 2023. Et donc, à ce titre, je présente avec vous aujourd'hui et pour vous cette vision U-Space. Vous me dites si je ne vois pas mon écran en parallèle, mais donc ça avance là, c'est bon? Oui, oui, oui. Tu n'es pas en plein Ok, écran, très là. bien. Oui, il y a Pardon? pas. Tu n'es pas en plein écran. Ah, là c'est bon? Voilà. Oui. Oui, très bien. Ah. Donc, InnovaTM, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'éditeur de la solution DroneKeeper. Notre métier, c'est d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, que ce soit de la navigation aérienne habitée ou inhabitée. Qu'est-ce qu'un use space? De notre point de vue et avec la vision qui est la nôtre, qui est là pour le coup pour définir le use space, n'est pas très différente de celle d'Antoine. Donc, c'est des espaces aériens qui sont délimités dans l'espace, mais potentiellement aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'on pourra activer et désactiver le space et on pourra y revenir plus tard. C'est des espaces aériens qui proposent des services qui sont plutôt automatiques, comme l'a dit Antoine, et qui garantissent l'intégration en toute sécurité de l'ensemble de nos opérations drones et d'opérations habitées. C'est des espaces qui peuvent être déployés un peu partout. Il n'y a pas de conditions préalables sur la zone sur laquelle U-Space pourra être déployé, à part l'existence, comme on disait tout à l'heure, d'un cas d'usage concret, d'un besoin et d'acteurs porteurs du projet U-Space. Donc, en deux mots, c'est un espace aérien, comme tout espace aérien, avec des dimensions de début et de fin. J'ai entendu parler de l'altitude de démarrage qui pourrait être effectivement un peu au-dessus de zéro pour essayer d'éviter d'embêter les gens dans leur jardin, et qui va couvrir une portion de l'espace aérien dans lequel il y a un besoin qui se fait ressentir d'activité drone qui justifie la création d'un U-Space. Pourquoi on met en place les U-Space? Alors, la raison principale, c'est pour déverrouiller un certain nombre d'opérations qui semblent être difficiles à mettre en place aujourd'hui. Donc, c'est des opérations qui font partie de vos activités, mais que vous avez du mal à développer à cause de la complexité réglementaire. Parce que c'est des opérations bivilos qui demandent, par exemple, qui demandent beaucoup de temps pour l'obtention des autorisations nécessaires, parce que c'est des opérations récurrentes qui sont à côté de nos aéroports, et donc vous avez du mal à obtenir des autorisations au préalable, parce que c'est des opérations urgentes. Vous avez l'information du vol 15 minutes avant de l'opérer, vous n'avez pas le temps d'obtenir les autorisations. Pour diverses raisons, vous pouvez être aujourd'hui un peu freiné dans le développement de votre activité, et l'idée principale du Space, c'est de vous aider à déverrouiller ces aspects-là et faciliter les opérations qui sont les vôtres. Évidemment, partager l'espace aérien en toute sécurité avec les acteurs actuels et permettre, comme je disais, des opérations plus complexes et plus denses dans nos espaces aériens. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, Jacqueline, comme je vous disais tout à l'heure. Oui. C'est quoi les services qui sont déployés dans un use space? Antoine a fait le tour, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a 4 services qui sont obligatoires pour pouvoir opérer un use space. Géovigilance, je clique
sur une carte, par exemple, et j'ai accès à l'ensemble de la réglementation à cet endroit-là, et je connais l'ensemble des restrictions. Je peux déposer des demandes de vol d'une façon automatique et j'ai une réponse quasi immédiate. Je peux identifier mon drone auprès du réseau pour que les autres puissent me voir. Et en retour, j'ai la possibilité de voir l'ensemble des aéronefs qui naviguent dans l'USpace et de services qui sont supplémentaires, facultatifs, les infos météo et de vérifier que tout le monde respecte les plans de vol accordés. Donc, les USpace sont opérés par des USSP, USpace Service Provider. À force de vous le dire, vous allez finir par apprendre ce mot, qui est un gestionnaire donc, qui est certifié par les autorités nationales ou européennes et qui est responsable de déployer des services USpace. Comment on peut accéder au service USpace? De notre côté, côté InnovaTM, ça serait avec le portail DroneKeeper qui permettra sur les USpace sur lesquels nous serons déployés, d'abord d'identifier d'une façon claire les USpace. Quand vous avez déposé un plan de vol sur la carte DroneKeeper, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'identifier des USpace que vous traversez si jamais il y en a un. L'autorisation immédiate d'accès au USpace, la réservation de votre créneau de vol parce que le service d'autorisation de vol se fait selon le principe de premier arrivé, premier servi, comme disait Antoine tout à l'heure, et une vue en temps réel de l'ensemble du trafic dans l'USpace de tous ceux qui utilisent cet espace aérien et évidemment une coordination automatique avec le USpace Service Provider. Où peut-on trouver les USpace? Dans des endroits qui justifient la création du USpace, que ce soit pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'environnement ou de vie privée. On en a déjà parlé tout à l'heure. En France, c'est quoi les premiers cas d'usage? Nous, en tant que porteurs de plusieurs projets de création du space, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les premiers cas d'usage sont portés par le secteur médical. Pourquoi le secteur médical? Parce que le secteur médical présente un certain nombre de particularités qui font que le transport, ou qui font que les opérations par drone dans ce secteur-là sont aujourd'hui un peu verrouillées par la réglementation actuelle. C'est des vols qui sont généralement non planifiés, qui sont urgents, donc qui nécessitent des autorisations immédiates ou quasi immédiates. Pour la plupart en bivilos, entre les plateaux techniques et les laboratoires d'analyse, par exemple, en milieu urbain, avec des opérations qui sont denses, qui sont récurrentes et souvent en CTR. Donc, ça fait un cocktail de conditions opérationnelles qui font qu'il est difficile d'opérer ces vols-là avec la réglementation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est pour ça que les premiers porteurs de projets et les premiers cas d'usage porteurs de projets de création du space en France sont plutôt portés par le secteur de la biologie médicale. Les premiers projets USpace aujourd'hui sont en cours de préétude. Nous en portons un certain nombre. Ils seront principalement sur les grandes agglomérations pour donner un élément de réponse supplémentaire par rapport à la question de tout à l'heure. Le calendrier de mise en place, on espère en tout cas voir émerger les premiers USpace dans les prochains mois. Qui portait les projets? J'ai déjà répondu à cette question. C'est plutôt les laboratoires d'analyse. Pour quelqu'un qui ne porte pas le projet, donc vous, c'est quel changement pour vous quand vous allez avoir un USpace qui sera au-dessus de la zone, ou en tout cas qui traverse la zone que vous avez l'habitude d'opérer? Bon, d'abord, vous allez avoir des autorisations de vol qui seraient immédiates, contrairement à des autorisations qui peuvent prendre du temps aujourd'hui. Donc, si j'opère en CTR aujourd'hui, que je demande à l'aviation civile l'autorisation de vol, si à cet endroit-là, il y a un USpace qui est déployé, ce n'est plus à l'aviation civile que je vais demander l'autorisation de vol, mais au USpace Service Provider. Et donc, contrairement au temps qu'aurait pu prendre un contrôleur aérien pour m'autoriser à voler dans l'espace aérien contrôlé, un USSP est censé me donner l'autorisation de vol d'une façon immédiate ou quasi immédiate. Je peux voler en toute sécurité parce que j'ai tous les services qui me permettent de le faire. Je dois payer, contrairement à aujourd'hui.
Donc, je dois payer les services USpace, je dois être abonné aux services USpace, mais en contrepartie, j'ai plus de facilité à opérer des opérations complexes. Antoine a donné tout à l'heure à juste titre l'exemple de la SORA. Quand je dois voler sous un certain nombre de conditions, je dois déposer une demande d'autorisation spécifique et je dois rédiger un dossier SORA. Le dossier SORA, il est là pour expliquer à l'autorité comment je mets tout en œuvre pour limiter les risques sol et les risques air liés à mon opération. Un premier opérateur va faire la même analyse, va déployer les mêmes moyens pour réduire le risque air. Un deuxième opérateur qui vole à côté va déployer les mêmes moyens. Un troisième va déployer les mêmes moyens. L'idée du USpace, c'est que ces moyens-là seront déployés une seule fois par le USpace Service Provider. Et tous ceux qui vont naviguer dans cet espace aérien pourront en bénéficier et donc pourront automatiquement réduire le risque air en arc B, donc en un risque air acceptable pour l'autorité, non pas en déployant leurs propres moyens d'atténuer le risque, mais en bénéficiant des infrastructures qui auraient été mises en place par le USpace Service Provider. Donc, quelque part, on est en train de communaliser ces moyens-là pour que tout le monde puisse en bénéficier, au lieu que ça soit fait d'une façon unilatérale comme c'est fait aujourd'hui, en tout cas unitaire comme c'est fait aujourd'hui. Donc au final, ça me coûtera moins cher. Mon opération me coûtera moins cher parce qu'au lieu d'investir en études et en moyens d'atténuation, je vais simplement m'abonner à un service. Et c'est l'USSP, du coup, qui investit pour l'ensemble de la communauté et cet investissement sera amorti sur l'ensemble des opérations des usagers de l'espace aérien au lieu que ça soit amorti sur une seule opération. Alors, je Donc, peux interrompre juste pour une question ou... oui, bien sûr. Oui. Alors, on avait une question justement par rapport à ces prix-là. Donc, si je vole dans deux zones USpace différentes, non couvertes par Ouais. le même USSP, pardon, alors je devrais payer deux abonnements avec des prix non encadrés. Voilà. Bon. C'est vrai que ça fait un Oui, petit peu peur quand même aux exploitants. Voilà, ça va être des frais supplémentaires. Il y a quand même un petit peu de voilà d'angoisse niveau exploitant d'être obligé de payer ce qu'on payait pas actuellement. oui, clairement, en fait, si la question c'est si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'en tant qu'opérateur, je serais amené, dans certains cas, à payer deux USSP différents si mon USSP préféré n'opère pas l'USpace qui m'intéresse? Voilà. Donc, la réponse est complètement oui. Oui, Bah, et mais alors, non, à non, terme, vas-y. pardon, à terme, l'objectif, c'est d'avoir un seul contrat avec un USpace Service Provider qui serait déployé sur l'ensemble des USpace concernés. Aujourd'hui, en France, au début, il y aura un USpace Service Provider, donc les gens vont s'abonner à ce USpace Service Provider. Après, on aura un deuxième, les gens feront leur choix. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure du monopole. Qu'est-ce qui empêcherait un USpace Service Provider de se positionner sur un USpace? La seule chose qui, moi, en tant que USpace Service Provider, m'empêcherait de me positionner sur un USpace, c'est qu'il n'y ait pas de modèle économique viable qui me permettrait d'amortir mes investissements. Parce que quand on se positionne sur un USpace, on déploie des antennes, il y a des coûts d'infrastructure qui sont nécessaires. Et donc, il faut que je puisse avoir la visibilité sur la rentabilité de cet investissement. Si je n'ai pas cette visibilité, si je n'ai pas cette garantie, je n'irai pas sur l'USpace. Donc, si on a un qui s'est déployé, ça veut dire qu'il y a quelque part du business à faire sur cette région ou sur cet espace aérien. A priori, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un concurrent qui vienne s'intéresser à cet espace aérien. Donc ça me fait poser une question parce que du coup on parle d'antennes déployées. Donc si voilà un utilisateur de drone, pas forcément professionnel, hein, ça peut être aussi des gens qui sont qui l'utilisent voilà
pour le travail, mais sans être exploitant et sans être, on va dire, référencé au niveau d'Alpha Tango. Il vient sur une zone, une zone USpace, sans rien déclarer, sans rien payer. Vous serez en mesure de le détecter. On sera en mesure de détecter effectivement si jamais il est équipé d'un émetteur. Si jamais c'est un drone de moins de 800 grammes et qui n'émet pas selon la réglementation, on ne serait pas en mesure de le détecter aujourd'hui. D'accord. Et donc, si il est à plus de 800 grammes et qu'il a un signalement électronique, vous le détectez, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être laisser Antoine répondre parce qu'il sera plus à même de répondre à ce cas particulier. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, si on détecte un aéronef qui n'est pas autorisé à voler, dans ce cas-là, il y a tout simplement une notification d'événement à faire. C'est un événement de sécurité. Et dans ce cas-là, c'est surtout à voir avec les autorités. C'est pas spécialement de notre sort. D'accord. Mais cette personne pourrait recevoir une amende plus tard ou quelque chose? On peut imaginer, oui. Alors, nous, on est une entreprise privée, donc c'est pas de nous de ça vient, mais on peut imaginer ça. Oui. D'accord. Merci. Je vous laisse continuer, Amine. Ouais. En effet, en fait, l'idée, c'est pas de. Nous, on va pas verbaliser les gens, mais par contre, on pourra identifier les gens qui ne respectent pas la réglementation, oui, clairement. Pardon, excusez-moi. J'ai du mal à repartager l'écran. Du coup, je vais le refaire. Alors, en attendant, on a une autre question. Comment fonctionne l'abonnement? Alors, l'abonnement, a priori, aujourd'hui, il fonctionnera sur le principe de redevance. Antoine, est-ce que tu peux essayer de partager l'écran, s'il te plaît? J'arrive pas à le faire. Donc, ça sera a priori sur le principe de redevance. C'est des redevances de vol. Alors, soit des redevances, ce qu'on appelle par jeton, c'est-à-dire en fonction d'un vol, pour les vols qui sont des vols pas récurrents, enfin des vols occasionnels, soit un système d'abonnement, comme c'est le cas aujourd'hui sur la plateforme, la plateforme Donkkeeper. Du coup, est-ce qu'on peut aller à la planche? Oui, voilà, merci. Vas-y. Très bien. Comment créer un use space? Ça répond à une des questions de tout à l'heure et ça complète un peu ce que disait Antoine Martin. Donc, il y a d'abord, un use space n'est pas créé par décret. L'État français, en tout cas, a choisi de ne pas décréter la création du use space sur l'ensemble des zones urbaines. Comme ça, c'est le cas dans d'autres pays. L'État français a choisi que le use space sera créé uniquement s'il y a un projet. C'est un projet, donc il y a un porteur de projet qui doit se rapprocher de l'État, qui doit manifester son intérêt pour pouvoir opérer des vols complexes en BVLOS dans un environnement urbain, selon les cas, en tout cas qui nécessite ou qui justifie la mise en place d'un use space. Donc un projet de création de use space est étudié par les services concernés. Une concertation locale est réalisée auprès des autorités concernées. Si le use space, par exemple, passe au-dessus d'une école, il faut consulter la mairie en charge de la gestion de l'école en question. Donc, il y a toute une concertation locale qui se fait. Et enfin, l'USpace est créé et publié au niveau de l'Europe. Une fois que l'USpace est créé, tout USSP, comme on disait, certifié, peut prétendre à opérer dans ce USpace-là. Il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas du USSP qui décide de créer un USpace. Tout USSP pourra l'opérer. Maintenant, effectivement, si on a un seul USpace Service Provider qui opère l'USpace et que cet USpace-là n'intéresse pas les autres, il y a un risque, comme on disait tout à l'heure, de créer un monopole. Mais encore une fois, si ça n'intéresse personne, c'est qu'il n'y a pas de business. Et donc, le monopole, au final, il n'est pas si grave que ça. Comment un USpace est opéré? Pour pouvoir opérer un USpace, donc nous, de notre côté, dès que le USpace sera publié, on va devoir se rapprocher de l'autorité compétente pour pouvoir l'opérer. Donc, l'autorité va vérifier que nos services sont compatibles avec le use space
qui vient d'être créé. Et une fois qu'on a l'autorisation de l'opérer, on investit, comme je disais en amont, pour déployer nos services. Donc, il y a un certain nombre d'investissements en CAPEX pour déployer des antennes, des logiciels, des opérateurs, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas automatiques, et notamment au début, la coordination avec la tour de contrôle, ça nécessite des bonhommes qui sont formés. Donc, on va déployer ces services-là pour pouvoir les opérer du space. Et après, donc, en tant qu'opérateur, comment je peux voler dans le space? Soit je suis déjà abonné au service du SSP opérant l'USpace, auquel cas j'ai rien à faire, je continue à faire mes vols comme j'ai l'habitude de faire. Soit effectivement, je ne suis pas abonné au service de cet USSP, auquel cas je dois choisir un des USSP certifiés. J'insiste, hein, certifié. N'importe qui ne peut pas proposer des services USpace, il faut être certifié par l'autorité compétente. Et je m'abonne à ces services. Donc aujourd'hui, en termes de certification, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais je pense que dans les années à venir, d'autres acteurs émergeront, notamment en France, pour être certifiés auprès de la DESAC. Voilà pour la partie vision. Donc, c'est pas l'USSP qui crée l'USpace, c'est l'État. Nous, on ne fait que l'opérer, on investit en amont et donc on propose des tarifs. C'est censé vous faciliter la vie et déverrouiller un certain nombre d'opérations que vous n'êtes pas en capacité de faire aujourd'hui. Les premiers cas d'usage sont portés plutôt par le médical, de la part de la complexité opérationnelle que présentent ces cas d'usage. Les premiers use cases en France sont en cours d'étude, principalement en zone urbaine et principalement autour de laboratoires d'analyse. Voilà. Alors, une petite question, ou plutôt une petite proposition. Alors, je dis je, mais c'est pas moi, hein, donc c'est la personne qui a posé la question. Il s'appelle Stéphane et souhaiterait pouvoir participer à des phases de validation des USpace, réglementation, vol, etc. et comment être impliqué. Mais avec grand plaisir, aujourd'hui, nous avons, comme je disais, un certain nombre de projets USpace. Vous pouvez prendre contact avec nous et avec plaisir, on pourra regarder les synergies possibles pour ces premières expérimentations, sachant que les premières expérimentations ont déjà eu lieu. Donc, on commence généralement à expérimenter l'ensemble des services en ZRT avant de transformer la ZRT en USpace. D'accord, merci. Est-ce qu'il reste des questions parmi les participants? Est-ce que quelqu'un veut poser encore des questions? Bon, ben, c'est que j'étais très, très clair. Ça a été très très clair. C'est vrai qu'on a bien balayé le sujet qui est quand même assez complexe. En tout cas, c'est vrai que tant qu'on n'y sera pas confronté, voilà, il y aura des petites zones d'ombre, hein, mais qui s'éclairciront au fur et à mesure. En tout cas, merci Amine, merci à Antoine, aux deux Antoine. Merci pour vos présentations, en tout cas, qui étaient très claires et très complètes. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci encore beaucoup et merci à tous ceux qui étaient présents. Merci, bonne soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.